Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir. Messieurs, bonsoir. Mon nom c'est Karima Gailani. Nicolas Gaillard. Moi je m'appelle Stéphane. Moi je m'appelle Brenda. Bonsoir, je m'appelle Gaëlle. Moi c'est Anne. Moi je m'appelle Franck. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jean Roland. Bonjour. Alors moi c'est Noémie. Est-ce qu'il y en a ici qui savent pas ce que c'est qu'une conférence gesticulée? Tant mieux. Ridicule coupe. Moi, je suis ridicule, je sais pas danser en plus. Je faisais un métier, j'étais éducateur spécialisé, donc c'est pas un métier où on vise la reconnaissance. Ça tombe bien. L'idée c'est pas de travailler un spectacle avec une présence scénique, c'est d'abord du fond. Oui, alors c'est un spectacle, mais il est très minimaliste. Enfin, c'est du stand-up, quoi. C'est une personne debout qui parle. Ça n'empêche pas d'avoir un poireau, mais bon, voilà, à part ça. Mesdames, messieurs, ceci est un poireau. Aujourd'hui, j'habite en Bretagne. Je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant, j'habitais Paris, j'étais dans la culture. Tout court. L'idée, c'est de vous proposer de rentrer dans une dynamique qui n'est pas celle du discours. Ça veut dire que vous pouvez pas arriver en disant, mesdames, messieurs, donc considérant que la première partie, voilà, ça c'est un exposé universitaire, c'est du discours, c'est chiant, on se fait chier. C'est classe d'être travailleur social. C'est un peu comme le début d'un reportage, vous voyez, je vais vous le faire. Drogue, prostitution et maltraitance sur enfants, le travailleur social en première ligne. Ça claque, hein? Tu peux trouver des conférences qui sont de la vulgarisation d'un sujet complexe. Là tu rajoutes à ça du récit. Dans la conférence gesticulée, ce récit on l'utilise comme un fond politique. Quand j'étais enfant, j'aimais le Tour de France. Enfin, mes parents aimaient le Tour de France. Et moi, je me suis retrouvé à mon tour à aimer le Tour de France. Je connaissais par exemple tous les vainqueurs du Tour de France depuis 1947. Du coup, pour épater la galerie, quand mes parents ils accueillaient du monde à l'apéritif, moi, du haut de mes 8 ans, je me mettais debout sur la chaise et je récitais ma leçon. 1947, Jean Robic, 1948, Gino Bartali, 1949, Fausto Coppi, 1950, Ferdi Gubert, 1951, Hugo Coblet. Alors, j'ai revécu la même scène, enfin presque, 25 ans plus tard, lors du premier repas chez Véro, qui est prof en collège, et son mari François, qui est prof en collège. Au moment de l'apéritif, Anatole, le petit dernier, du haut de ses 7 ans, il s'est mis debout sur la chaise, comme moi 25 ans plus tôt, et il a récité sa leçon. Mais lui, il n'a pas récité le nom des vainqueurs du Tour de France. Il a récité l'Albatros de Baudelaire. Et puis il a enchaîné, il a récité du Rimbaud, et puis du Jacques Prévert. Et puis il a fini par du Victor Hugo. Anatole, du haut de ses 7 ans, des poésies, il en connaissait des dizaines. Grâce à un rituel que ses parents avaient instauré. Chaque mois, ils installaient un nouveau poème dans les toilettes de la maison. Et là, il y avait une compétition qui n'en portait pas le nom, mais qui en était une, qui se mettait en place entre Anatole et ses 2 frères, Victor et Arthur, à qui le premier apprendrait le poème et serait capable de le réciter à table devant les parents ébahis et sous les applaudissements. En écoutant Anatole réciter ses poèmes, je me suis dit qu'on n'était pas égaux devant la culture. Et qu'il y avait vraiment 2 cultures. Il y avait la culture légitime, celle que certains parents étaient en mesure de transmettre à leurs enfants, et la culture illégitime, celle du Tour de France par exemple. Et que toute la différence se faisait là. La culture légitime, elle porte bien son nom. C'est la culture qui légitime les inégalités, et puis même qui les renforce. La culture qui divise en quelque sorte. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Comme on a vu que ça marchait,
on s'est dit on va rajouter une formation dans les dispositifs de formation du pavé, formation aux conférences gesticulées. Et ça a donné la première conférence collective, le premier stage collectif où on a découvert que c'était encore plus intéressant de construire ça non pas tout seul dans une relation à un formateur, mais dans un groupe où tout le monde devient responsable de la conf de tout le monde. Sur cette première semaine, on va avoir plusieurs petits temps qui vont nous permettre de poser les jalons des intentions qu'il y a derrière la conférence gesticulée, puisque du coup on va travailler le fond, la forme, mais en transversal il y a les intentions aussi qu'on met derrière. La première session, vous sortez de là normalement avec votre conf sur le papier. Ça va ? Vous verrez pourquoi. On avait vu des chances pour en arriver là. Donc la première semaine est extrêmement dense. C'est-à-dire les consignes s'enchaînent et qui vous amènent à complètement dépositionner votre sujet, le repositionner, etc., etc. Et donc vous sortez de là avec un squelette de conf qui déjà sur le papier est construit. Ça ne veut pas dire qu'il ne bougera pas, ça veut dire qu'à la fin de cette semaine, vous savez en gros comment ça va se passer théoriquement. La deuxième semaine, on vous demande de venir avec 10 minutes d'intro scénique. C'est mesdames, messieurs, bonsoir. C'est quoi la deuxième phrase? Donc c'est là où vous imaginerez d'arriver avec un poireau, un vélo, une plume dans le cul, enfin bref, pour positionner votre sujet, votre conférence, donner les clés aux spectateurs, faire un truc un peu étonnant, enfin bon, peu importe. Et 1 heure sur le sujet d'impro, ce qu'on vous a proposé dans le premier stage, à savoir de trouver plusieurs fils conducteurs, ce qu'on appelle nous, en blaguant entre nous, le Scooby-Doo, c'est-à-dire de mélanger plusieurs trucs qui ne sont pas forcément seulement votre sujet, mais l'hommage à une personne, un truc autobiographique, enfin je sais pas quoi, votre grand-mère, enfin j'en sais rien, votre passion pour le parapente. Pour ceux qui connaissent ma conf, si je fais 1 heure sur la culture et que sur la culture, je veux dire, ça va pas fonctionner du tout, quoi. Je veux dire, on va décrocher au bout de... Ça va être un tunnel, quoi, tu vois. Et donc le deuxième stage, on va retisser le Scooby-Doo avec les fils conducteurs que vous aurez identifiés, ça va. Et donc le troisième stage, on vous proposera de cette fois-ci de venir avec déjà une proposition de conférence qui tient la route, qu'on s'occupera à améliorer. On aura le temps de faire un peu de topo théorique, voire d'arpenter des bouquins entre nous sur des sujets, de s'échanger de l'info politique, de se faire des cadeaux de lecture, enfin bref. Donc on vous a dit, l'idée c'est de ressortir de ces 4 sessions avec une conférence qui est prête à être présentée. Donc la dernière semaine de stage, c'est la semaine où on présente vraiment la conférence à un vrai public. L'idée là, c'est le test aussi, c'est de voir c'est quoi les réactions dans le public en face, qu'est-ce qu'ils nous conseillent. C'est un moment qui est important aussi pour les premiers retours de gens qui ne connaissent pas votre sujet, qui ne vous ont pas suivi pendant 4 sessions sur la construction de votre conférence. Et peut-être dire aussi que ce qu'on va vous proposer, c'est en aucun cas ni un dogme, ni une règle à suivre. Enfin, c'est quelques recettes qu'on a expérimentées suffisamment de fois pour savoir que, au moins comme ça, on sait que ça fonctionne. Mais c'est votre conf, c'est pas la nôtre. Enfin, je veux dire, vous en faites ce que vous voulez. Alors que mes parents travaillent dans la même usine, ils font le même travail difficile, les mêmes horaires ingrats. C'est ma mère qui fait la lessive, qui range la maison, qui fait le repassage, qui fait la cuisine, qui fait les courses, qui fait les tâches administratives, qui nettoie le sol, qui nettoie les murs, qui nettoie les vitres. Elle nous faisait même des vêtements. Et je me suis dit, mais comment ça se fait en fait? Pourquoi elle seule, alors que mon père visiblement savait comment ça fonctionnait? Et là, je vous avoue que j'ai ma première intuition politique. Je me dis qu'il y a une couille dans le pâté. Les conférences gesticulées sont à l'évidence un mouvement qui consiste à refaire culture à partir de notre expérience de la domination. C'est bien ça l'éducation populaire, c'est fabriquer de l'analyse de la société à partir de ce que chacun nous, on a compris là où on est, de ce qui se passe, de ce qu'on nous fait faire, de ce qu'on nous demande de faire, de comment on le fait. Et refaire culture avec ça, c'est refaire de l'analyse, l'offrir, et faire tache d'huile et faire que le truc se propage et contamine d'autres
secteur de gens qui disent moi aussi il faut que je vous explique comment ça se passe, etc. L'idée de la conférence gesticulée, c'est de rendre légitimes des savoirs illégitimes. C'est l'idée du savoir chaud et du savoir froid, c'est-à-dire ok, j'ai de l'expérience, il y a des bouquins qui traînent là-dessus, enfin tu vois, et je vais en faire un objet politique partageable. Je vais vous parler du militantisme. Pourquoi on milite ? Qu'est-ce qui déclenche nos engagements ? Quelles sont les formes de militantisme, les postures du militant ? Bref, je vais vous parler du structuralisme, du communisme, du socialisme, du marxisme, du trotskisme, du capitalisme, du libéralisme. Bon, ça va être chiant. C'est ce qu'on appelle dans l'éducation populaire les savoirs froids, les savoirs universitaires. Mais je vais vous parler également de moi, de ce que j'ai appris, compris, des différentes formes de militantisme que j'ai traversées, bref, des savoirs chauds. Et je vais les mélanger pour essayer de comprendre pourquoi le grand soir n'a pas encore eu lieu et est-ce que nos luttes peuvent converger. Si vous avez votre belle-sœur qui est assistante sociale depuis 30 ans et qu'elle part à la retraite, elle part à la retraite avec un savoir absolument considérable. C'est une véritable bibliothèque humaine d'analyse sur les politiques sociales, enfin t'imagines. Sauf qu'elle n'en fait rien. D'abord, personne ne lui demande son avis, ensuite elle n'écrira pas un bouquin et elle part avec ce savoir qu'elle ne transmet pas. Imagine qu'elle décide de faire une conférence gesticulée, elle monte sur scène, elle ramasse 30 ans en 1 heure. Putain, on va apprendre des trucs, quoi. Parce que quand elle vient bouffer chez toi le dimanche, elle est passionnante quand elle parle de son métier. Elle te sort des anecdotes et des familles qu'elle a rencontrées, des trucs de fou, et le fait que ce salopard de Martin Hirsch avec son RSA activité à la con, enfin tu vois, je veux dire, elle est pétée de savoir. Mon métier à moi, c'est conseillère. Alors ça se décline. Conseillère d'orientation psychologue, conseillère d'insertion, conseillère formation-emploi, conseillère d'insertion et de formation. Bon, tout ça c'est le même métier. Moi je suis super contente de vous voir ce soir parce que ça fait 30 ans qu'on se connaît et j'avais 2-3 trucs à voir avec vous. C'est le moment un petit peu qu'on fasse le point sur mon métier, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bagage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une valise. Une valise. Voilà. Vous avez les 2 concepts clés de mon métier. Dans la vie, il y en a qui ont des bagages et d'autres qui traînent des valises. La conférence gesticulée, ça consiste à décider qu'on est légitime, en fait, à parler de ça. Et c'est là où ça devient subversif. Parce que le système nous dit, vous n'êtes pas légitime. À se trouver de l'illégitimité, on y arrive très bien. Ouais. Bah oui, je pense, ouais. Ça va. Et décider d'être légitime, c'est totalement subversif. C'est-à-dire, c'est parce que je suis légitime que je vais me prendre la parole, je vais monter sur scène et je vous emmerde. Et je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous parler ce soir, dans cette conférence gesticulée, des inégalités économiques, matérielles, entre les femmes et les hommes. Mais avant de vous parler des inégalités matérielles, il faut que je vous dise de quel point de vue j'observe ça. Parce que on n'observe pas tous du même point de vue. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie du point de vue situé, qui nous dit que la neutralité n'existe pas. Des fois, les gens nous disent, mais est-ce qu'il faut avoir fait du théâtre ? Mais non, surtout pas. Quand on a fait la conf avec les conseillers de Pôle emploi, ils étaient 6 sur scène, théâtralement, c'était à chier. Et en fait, on s'en fout, on n'était pas là pour ça. Les gens dans la salle avaient conscience qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose d'absolument incroyable. 6 conseillers Pôle emploi qui expliquent la cuisine du truc. Bon, je résume. Donc, nous avons une collègue, une future collègue CAE qui est actuellement en MPPR, qui s'occupe du SARC. Elle reçoit une DE qui souhaite faire une formation. Donc, je suis obligée d'aller voir mon RAP ou mon DAL adjoint pour avoir une possibilité de rencontrer cette personne, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut lui proposer un rendez-vous soit sur Rosas, soit sur Cerise, soit sur RDVA pour un POPS, vérifier qu'elle est bien RACC, pour pouvoir aussi peut-être lui proposer un cible 1-2, ou en P. Donc voilà, et lui faire penser qu'elle doit demander la 2F ou la REF pour son allocation et voir s'il y a besoin de mettre en place une DAFAF ou une AGEPI. Vous avez tout compris, j'espère. Et le pire dans cette histoire, c'est que ces cibles-là, ils changent tous les 6 mois. L'erreur, ça serait de faire un spectacle trop bien léché, trop bien fichu. Du coup, on tomberait dans la culture. Plus vous êtes mauvais sur scène, plus c'est bon et plus ça marche avec les gens. C'est-à-dire que c'est cette fragilité qui crée un espace pour le public.
soyez mauvais. C'est souvent des remarques qu'on a sur celles qui sont trop bien lichées, quoi. Et du coup, ça devient un objet, je sais pas, fini. Or, je pense que pour qu'il marche complètement, il faut qu'il soit pas fini. En fait, notre point de vue situé est influencé par notre situation sociale, notre statut économique et notre genre. Et donc, on n'observe pas forcément le monde, les choses, une situation du même point de vue. Ok ? Alors, moi, je suis une femme. Voilà. Premier filtre. Je suis de classe moyenne. Alors, je range en classe moyenne le fait que j'ai un travail qui me permet d'avoir la chance d'être propriétaire, par exemple, de ma maison et de manger à ma faim. Donc, voilà. Je suis d'âge moyen. Alors, je mets âge moyen entre 20 et 55. Voilà. Je suis hétéro. Voilà. Enfin, la plupart du temps. Et puis, voilà. Ah, j'ai oublié un filtre. Et je suis blanche. Voilà, je suis blanche. En fait, est-ce que je suis blanche ? Mon prénom est Karima, mon père est marocain, ma mère est espagnole. Et pourtant, je me suis toujours considérée comme blanche. Jusqu'à il y a 1 an et demi, quand j'ai commencé à préparer cette conférence gesticulée, je m'étais toujours vue comme blanche. Alors, les féministes matérialistes, elles définissent 3 principales dominations. Elles définissent les dominations de sexe, les dominations de race et les dominations de classe. Et quand tu es une femme noire handicapée, tu es pauvre. C'est pas encore la même chose que d'être juste femme ou d'être juste noire. On est toutes et tous quasiment à un moment dominé et dominant. Ouais. Tu peux être féministe blanche et faire bosser au black une érythréenne chez toi. En tant que blanche ou blanc, je peux allumer la télé ou regarder la première page du journal et voir les gens de ma race sociale largement représentés. En tant que blanche ou blanc, quand on me parle d'héritage national et de civilisation, on me montre que ce sont les gens de ma couleur qui en sont les bâtisseurs. En tant que blanche ou blanc, je peux être sûre qu'à l'école, mes enfants recevront un enseignement qui témoignera de l'existence de ma race sociale et de la leur. En tant que blanche ou blanc, je n'ai pas à éduquer mes enfants à être conscients du racisme systémique pour assurer quotidiennement leur protection physique et psychologique. En tant que blanche ou blanc, on ne me demande jamais de parler au nom de toutes les personnes de mon groupe racial. C'est la théorie des privilèges, c'est que le dominant ne voit pas sa domination. C'est-à-dire que quand vous demandez à un groupe nommer vos différentes identités, si on le faisait ici, les gens diraient je suis ouvrier, de parents italiens, etc. Et aucun homme ne dirait je suis un homme, mais presque toutes les femmes diraient je suis une femme. C'est-à-dire que la norme étant d'être un homme, c'est pas une identité. En faisant exactement cette conférence devant une amie conférencière, elle m'a dit « Mais non, Karima, t'es pas blanche, t'es zèbre. » Ouah, j'ai trouvé ça trop cool. Mais du coup, je suis zèbre, mais jusque-là, à chaque fois que j'ai vécu une discrimination liée à ma zébritude, bon, moi je savais pas que c'était lié à ma zébritude, je savais pas que j'étais zèbre, du coup je le vivais comme un échec personnel. Ça faisait 9 ans que je bossais dans cette collectivité territoriale. 9 années pleines de projets, pleines de réunions, trop de réunions. Et un soir, après une réunion un peu plus stressante que les autres, après cette réunion, je suis rentrée chez moi et je suis jamais revenue. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Je précise tout de suite que c'est pas un groupe de thérapie ici. L'idée est de rester dans un cadre politique. On peut parler d'inceste en restant dans un registre politique. On peut aussi aller sur un registre psychologique où on recrute toute la salle dans notre cauchemar. C'est pas ce qu'on cherche à faire ici. Ce qu'on cherche, c'est à faire réfléchir. Et donc, personne n'est obligé de se mettre à nu ici, heureusement. 2, vous livrez ce que vous voulez de vous. Les raisons pour lesquelles on fait un burn-out sont elles aussi plutôt bien connues. Concurrence des salariés, impossibilité de réaliser son travail,
mauvaise organisation du travail et le désaccord éthique. Ce que Frédéric Lordon, un économiste philosophe de gauche, lui, appelle l'angle alpha, c'est-à-dire la différence entre les attentes de votre employeur et les vôtres. Plus cette différence est grande, plus l'angle est grand, plus vous risquez de basculer dans un désaccord éthique et de courir au burn-out. Moi, je me suis consumée pour un peu toutes ces raisons, mais principalement parce que j'étais en désaccord éthique avec ma direction. En désaccord éthique parce que je militais pour de meilleures conditions de travail, parce que je militais pour une représentativité des syndicats dans la collectivité, parce que je militais pour la formation professionnelle, parce que je militais à la CGT, parce que je militais, je crois. L'intime est politique, et c'est bien ce qu'on essaye de nous faire croire aussi, c'est que ce qu'on vit est particulier à nous, et que du coup c'est propre à notre individu, et que on le partage pas. Enfin, je veux dire, ça c'est dû à mon caractère, ou parce que j'ai vécu ça quand j'étais petit, ou je sais pas quoi. Et le fait de le garder chacun pour soi, ce qu'on pense être que de l'intimité propre à nous, fait qu'en fait on le partage pas collectivement et ça ne devient pas politique. Et c'est bien en partageant cette intimité que ça devient significatif. C'est vrai, imaginez qu'on se mette tous à raconter nos expériences, ce qu'on a appris, compris, les choses qui fonctionnent pas, comment le système nous paraît incompatible avec l'être humain. Imaginez qu'on fasse ça, qu'on se les raconte et qu'on forme un savoir populaire qui pourrait faire un contre-pouvoir au système. Quand j'étais ado, j'avais un copain qui s'appelait Vincent. Et Vincent, c'était un fils de prolo. Vincent, on a fait les 400 coups ensemble. Et Vincent, lui, ce qu'il aimait, c'était le foot, c'était les mobylettes, c'était les boîtes de nuit, c'était les filles. Et quand je suis parti faire mes études, j'ai perdu de vue Vincent. Quelques années plus tard, je l'ai recroisé dans un bistrot. Ce soir-là, j'étais attablé avec plein de copains qui avaient tous un capital culturel hyper élevé, tous ultra diplômés, et j'ai aperçu Vincent de l'autre côté du bar. Et j'ai fait mine de ne pas l'avoir vu. En fait, j'avais peur qu'il se rapplique et qu'il ne soit pas à l'aise, qu'il n'ait pas les codes, qu'il n'ait pas les références, et puis qu'il fasse des blagues déplacées. Alors je l'ai évité. Jamais revu Vincent. J'ai appris que quelques semaines plus tard, il s'était tué en moto. Alors je lui ai écrit une lettre. Dans cette lettre, je lui disais que j'étais fier de l'avoir connu, que j'étais fier de l'avoir eu comme ami. Dans cette lettre, je lui disais que je paierais cher pour me retrouver tout de suite avec lui, là, dans une tribune de football ou sur une terrasse de café, à refaire le monde. Dans cette lettre, je lui disais que je l'aimais. Quitter le monde des prolos, changer de milieu. C'est peut-être ce que j'ai fait, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis un petit bourgeois. Ces bouts d'histoire sont pris souvent comme des états d'âme. C'est des choses que c'est... Bon, on perd du temps en fait, parce qu'en attendant, il y a l'analyse quand même à faire et puis il y a la lutte à mener, quoi. Donc prendre du temps à se raconter chacune nos vies, ça sert à rien, c'est accessoire, c'est comme parler de ses émotions, je veux dire, c'est bon, quoi. S'il faut parler des émotions, restons dans notre tête plutôt, c'est quand même plus pratique. Et c'est ce que moi j'appelle le discours désincarné. On a fait une intervention au NPA, à l'université d'été du NPA, et on avait un atelier éducation populaire, voilà, donc on présentait nos méthodes. Et notamment on parlait de l'autobiographie en disant qu'on trouve important qu'on milite à partir de ce qu'on est, on ne milite pas parce qu'on ne s'est pas réveillé un matin en disant tiens, aujourd'hui je vais adhérer au Parti communiste, ça ne marche pas comme ça. Et cet atelier a eu un succès considérable. On avait 90 personnes et on a une nana qui s'est mise à chialer à un moment en disant mais c'est dingue d'entendre ça ici, c'est dingue, on n'arrête pas de nous dire raconte pas ta vie, on n'a rien à foutre de ta vie, enfin, c'est la ligne politique qui compte. Donc l'atelier a bien marché mais on s'est fait un peu défoncer par la commission formation du NPA qui est un peu le sein du sein de la LCR si tu veux, où ils ont dit avec beaucoup de mépris mais ça c'est des méthodes, on n'a rien à foutre des méthodes, ce qui compte c'est l'analyse. Et effectivement, le mouvement politique, voire syndical, a fait l'impasse sur les méthodes au bout d'un moment. Et à l'inverse, l'animation s'est coupée de la question du travail et du militantisme. L'éducation populaire, avec 2 majuscules, le monde de l'éducation populaire officielle, la Ligue de l'enseignement, tout ça, il serait temps qu'ils se réapproprient les enjeux du syndicalisme, et vite.
et que le syndicaliste se réapproprie 2-3 méthodes de l'éducation populaire. Oui, parce que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Je cultivais des pauvres, maintenant je cultive des poireaux. J'ai beaucoup plus de succès depuis que je cultive des poireaux. Le pauvre est une espèce qui résiste à la culture. Alors je faisais ça dans les banlieues, c'est là qu'ils sont aujourd'hui, et donc mon travail consistait à leur balancer de l'engrais culturel, essentiellement sous forme d'art contemporain d'ailleurs. Il y a énormément de fumier dans l'art contemporain, et donc... faut arrêter de faire croire aux pauvres qu'ils sont pauvres parce qu'ils manquent de culture, quoi. C'est vraiment pas le problème. Enfin, je veux dire, faut arrêter ça, quoi. Il faut fabriquer avec les gens de la culture. Si vous êtes une maison de jeunes, par exemple, ou un centre culturel, vous aurez des subventions pour que des jeunes vomissent les institutions dans des textes misogynes, phallocrates, d'accord ? Fuck la police, nique ton mère. Vous aurez des subventions pour ça au nom de la liberté d'expression. Mais faites un truc, parce que moi, nous on l'a fait, je peux vous raconter. Gardez-les, les jeunes. Au lieu de dire, ça y est, j'ai fait mon boulot, je suis un démocrate. Non. Gardez. Reste un peu. Reprenons ce que vous avez écrit, reprenons vos textes et maintenant fabriquons de l'analyse politique avec ça. Et là, vous me dites combien vous avez comme subvention. Allô, c'est le service jeunesse à l'appareil. La MJC, oui. Vous faites quoi là avec les jeunes? De l'analyse politique. Vous pouvez passer au deuxième étage, là, vite fait. Clairement, je vais parler d'animation et je voulais pas en parler parce que je me rends compte que je caricature, mais je déteste ça en fait. J'en suis un moment, je déteste l'animation sociocul et finalement, c'est mon propos. Du coup, je dois jouer sur ce truc. Mais je pense que c'est ce qui va faire l'intérêt, évidemment. Le contrôle social, je l'ai aussi connu dans le cadre du travail social, de l'animation. Comment au quotidien, finalement, on reproduit les dominations. Et c'est pour ça que j'avais envie de parler, j'aurais eu envie de parler de ce qui nous empêche de transformer ce monde, quoi. J'ai l'impression d'avoir une espèce de rage en moi, quelque chose de très radical, voilà, une dimension révolutionnaire. Et en même temps, le fait d'avoir fait le deuil du grand soir et d'avoir admis la complexité du monde, et de se dire qu'il y a des choses à construire, qu'il y a des stratégies à mettre en place. Et du coup, la conf, je pense qu'elle vient aussi là illustrer ce parcours, quoi. Le désenchantement dans ce milieu de l'animation. Je dirais plutôt que la conf, elle vient transformer ce désenchantement en objet politique, quoi, pour pas rester sur le désenchantement. Ouais. Alors les gens qui viennent nous voir sont souvent des gens en rupture, très souvent. C'est-à-dire c'est des gens qui précisément sont arrivés à un moment où il y a tellement de contradictions dans ce qu'ils mettent en œuvre, notamment dans le travail social, mais pas seulement, des instituts, par exemple, un institut qui vient, qui dit voilà, je peux plus. Ayant passé 2 ans sur les bancs de la fac de médecine, j'avais trouvé ça insupportable. C'était pas du tout ce que j'imaginais. Une insatisfaction totale, non du métier et de son éthique, mais de la façon dont on nous l'enseignait. Et donc là, je me suis dit, ok, je fais ce métier, mais je me battrai de tous les moyens que je peux pour arriver à réduire cet écart entre le travail prescrit qu'on vous demande réellement, ce qu'on vous demande de faire, et puis le travail réel, quoi. Ce qui amène à des burn-out, des suicides, etc. aussi dans notre secteur. Les gens qui font leur conf sur les soins de santé, le système de santé, les gens qui font leur conf sur l'écologie, les ressources, les gens, tout doucement, je veux dire, tout ça retourne à la racine, c'est pour ça que c'est radical, ça veut dire qu'un radical c'est la racine, qui est l'organisation capitaliste de cette société. Et à partir de ce jour-là, j'ai été en colère. Mais en colère que je souhaitais constructive, et que je souhaite constructive, mais en colère. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris Frantz Fanon. Appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents. Appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment il neutralise, comment il manipule, désinforme et nous divise. Reste lucide, parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Alors vous allez dire oui, mais alors c'est quoi? Alors puis quand est-ce que ça commence? Alors c'est un colloque. Alors écoutez, non, c'est pas un colloque. Écoutez, j'en suis venu à l'idée qu'il s'agissait d'une sorte de conférence gesticulée. Comme une conférence, si vous voulez, mais gesticulée. Avec beaucoup de mauvaise foi, beaucoup d'exagération, vous voyez, beaucoup d'imprécision, de parti pris. Enfin, vous voyez, genre Malraux, ce facho, ce mégalo, ce mytho, cet alcoolo. Oui, je ne dirais pas ça dans un colloque sur André Malraux, par exemple. Faut-il être drôle? C'est une discussion qui revient systématiquement. Est-ce que la conférence gesticulée, c'est un acte humoristique? Pour moi, absolument pas. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y en a
enfin la majorité va plutôt vers ce registre, mais c'est pas tellement l'humour qui est en question, c'est l'autodérision, ce qui est un tout petit peu différent, parce qu'une conférence gesticulée sur le viol, on voit pas pourquoi elle devrait être marrante, enfin tu vois. Par contre, ce qu'il faut qu'il y ait dans une conférence gesticulée, c'est de l'émotion. Cette émotion, elle peut être autre chose que drôle, elle peut être tragique, triste, colérique, en colère. Et c'est ce mélange-là qu'on cherche à trouver ici, d'émotion et d'analyse. En étant toujours sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'on peut basculer soit dans l'analyse, donc la conférence, soit dans que la gesticulation, et donc c'est sans arrêt. Et ça, c'est tout le travail du groupe pendant les 15 jours, de retirer les gens sur la crête sans arrêt. L'autodérision, c'est le moment où c'est ce qui casse la figure de l'expert. Et je pense que c'est de ça dont les spectateurs d'une conférence gesticulée sont reconnaissants. C'est-à-dire, c'est pas je vais vous asséner un truc que j'ai hyper travaillé sur mon sujet, c'est je vais vous montrer comment, dans mon parcours à moi, je me suis retrouvé dans cette question, comment j'ai merdé. Faites pas un tract. Par pitié, faites pas un tract. Si vous venez pour nous convaincre qu'il faut être vegan, ou si pour nous convaincre que les gaz de schiste c'est pas bien, ou que le nucléaire faut en sortir, on va faire ce qu'on fait avec un tract. C'est-à-dire, dès que vous allez tourner dedans, on le froisse et on le jette par terre. Mais c'est pour ça que l'humour est à double tranchant. C'est-à-dire qu'il est à la fois manipulateur, et c'est un excellent vecteur pour faire adhérer aussi à des trucs qui vont bien. Enfin, je veux dire, tu vois, faire marrer sur le syndicalisme, si c'est pour que les gens prennent une carte à la sortie, c'est pas mal. Il y a un endroit où tous les cultivateurs se réunissent chaque année, ça s'appelle Avignon. D'accord ? Bon. Il y a 4-5 ans, 6 ans, je ne sais plus, c'était en 2006, je crois, il y avait un spectacle de culture au milieu de la cour d'honneur du Palais des Papes, qui est un endroit splendide, où les acteurs faisaient pipi sur scène en vrai. Si je voulais vous faire comprendre théâtralement que je fais pipi, je sais pas, je ferais un truc comme ça, je ferais ça comme ça, vous auriez tous compris. Je vais dire, ah, il fait pipi, mais je le ferais pas. Ça serait du théâtre. Alors par contre, si je la sortais, si je mettais à uriner, alors je pourrais demander des subventions à la DRAC, c'est-à-dire que... C'est la prise de position qui permet aux autres de prendre position aussi, parce que si on est fidèle à toutes les possibilités de réfléchir la question, etc., en fait, du coup, on réfléchit plus. Enfin, tout le monde dans les confs est traversé à un moment par la question de la loyauté, quoi. Est-ce que vraiment je peux dire ça de telle ou telle personne, ou de tel métier, telle institution, ou de tel métier? Est-ce que je peux cracher dans la soupe? Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que je peux cracher dans la soupe? Parce qu'en même temps, si je veux être sincère, il n'y a pas que des mauvais côtés non plus. Et si vous vous posez la question de cracher dans la soupe, c'est parce que vous la trouvez pas spécialement bonne, quoi, tu vois. Donc, ce qui nous intéresse, c'est que vous nous disiez ce qui va pas, mais dans le système. Pas, il ne s'agit pas de dire du mal de sa chef, c'est pas la question, on s'en fout. Mais là où ça va marcher, c'est le maximum de mauvaise foi que vous y mettrez. Enfin, c'est évident. Enfin, plus vous êtes polémique, plus ça devient intéressant et plus on peut se positionner. Enfin. Il a fond la mauvaise foi. Ouais. Enfin, vous rigolez, ce que je fais sur l'école, c'est juste honteux. Enfin, je veux dire, c'est un tel procès à charge. Enfin, je veux dire, il reste rien. Ou sur l'art contemporain, alors que si j'essaie d'être objectif, je dis ouais, non, il y a des trucs intéressants, enfin tu vois, ça donnerait un article à la con sur l'art contemporain qui veut rien dire. Moi je dis l'art contemporain, ça relève du pénal, faut les foutre en taule, quoi, tu vois. Bon, voilà, tu peux te positionner. Si vous pensez que la démocratie, ça consiste à prendre des risques contre des institutions, tout ça, alors là, vous avez perdu votre temps. Enfin, ouvrez votre braguette, ça fait de vous un démocrate immédiatement. Enfin, l'art contemporain, c'est fait de transgression, c'est le contraire d'une subversion. Je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle, mais faire pipi par terre, c'est de la transgression. Tout l'art contemporain est transgressif, il n'est absolument pas subversif. Vous comprenez que faire pipi par terre, ça ne fait pas trembler le MEDEF. Dans une démocratie, l'enjeu des luttes de classe, c'est toujours le même. C'est de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires, contre les classes dominantes. L'art contemporain, la culture avec un grand Q, ça réalise exactement l'inverse. Ça incite les classes moyennes à faire alliance avec les classes dominantes contre les classes populaires. La colère est un savoir, la honte est un savoir, l'humiliation est un savoir, la rage est un savoir, la peur est un savoir. Et la conférence gesticulée décide de valider ça comme savoir. Alors moi, contrairement à mes parents, depuis 98, l'année où je nais, où je renais politiquement, je revendique mon appartenance à la classe ouvrière. Un jour, il y a un ouvrier, mais un vrai lui, qui se lève à 5 h du matin pour aller travailler à l'usine, qui m'a repris et qui m'a dit: toi, un prolo, mais tu te fous de ma gueule ou quoi?
Toi, t'es un bobo. T'es rien de plus. Hein. Tu travailles dans ton petit centre de formation avec tes petits stagiaires. Hein. T'es un bobo. Hein. Cette phrase m'a tué. Hein. Moi, l'ancien prolo, je serais devenu un bobo. Hein. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je fréquente davantage les journalistes, les profs, les artistes, que les tourneurs-fraiseurs. À chaque fois, les gens viennent avec une intention à peu près. Moi, je voudrais parler des gaz de schiste. Quand même, c'est terrible ce truc, les gaz de schiste. En fait, ils sortent de là, ils sont partis pour parler du nautisme, du cheval, et des gaz de schiste, et de leur grand-mère. Je m'appelle Philippe. Et je fais du kayak de mer. Je fais du kayak de mer, mais j'ai un métier, une occupation, une profession. En fait, je suis économiste. Vous pouvez cracher. Je comprendrai. Hein. Je comprends. Alors, tu vois, moi j'ai ma combinaison sèche, elle est au-dessus de mon costume. Et en fait, on se rend compte que souvent chez les économistes, ils ont une espèce de combinaison étanche en dessous de leur costume. La question, c'est comment on fabrique un objet qui soit scénique, c'est-à-dire qui respecte une convention d'un format à peu près classique d'1h30, 2 heures. Comment tu racontes une vie en 2 heures? J'ai fait des choix, mais lesquels? Enfin, tu vois, c'est ça le stage. Moi, je suis passionné d'économie. Et je suis arrivé dans cette formation en disant, mais il faut absolument expliquer l'économie à tout le monde. On fait croire que c'est un truc obscur, il faut absolument expliquer ça. Et je suis arrivé, j'avais tout prévu. J'avais déjà le plan, tout. Je leur ai expliqué. Ce qui compte, c'est l'analyse des comportements d'intérêt particulier dans une économie à concentration capitalistique et à masse monétaire constante. Je leur ai dit ça et ils m'ont dit que peut-être j'avais pas tout saisi au concept de conférence gesticulée. Et donc on a retravaillé tout ça, on a remélangé. Le contenu est le même, mais vous n'aurez pas droit à cette conférence-là. Vous aurez droit à Économie mon amour. C'est un processus en lui-même de créer une conférence. D'où l'intérêt aussi de le faire en collectif quand même. L'intérêt du collectif, c'est juste le partage de ce qui touche, de ce qui touche pas, des failles qu'on voit dans ton raisonnement, des failles du ressenti que tu as par rapport à une anecdote. À un moment, tu nous avais raconté, mais je ne sais pas si c'est après, l'accord entre les 3 entreprises là, qui étaient côte à côte et qui avaient interdit aux salariés d'aller d'un endroit à l'autre. Et tu avais dit au mec, donc tu es pour la concurrence, mais pas... T'es con. Ça, c'est parce que c'était super fort comme anecdote, ça. Mais ça, je l'avais raconté. Ouais. T'as besoin de ce retour-là pour construire la chose, quoi. Et évidemment, enfin, moi, les premiers essais que j'ai fait tout seul chez moi, enfin, tout seul devant ma copine chez moi, c'était atroce, c'était un calvaire pour elle, pour moi, au bout de 5 minutes, c'était plus possible, quoi. Et voilà, enfin, du coup, ils ont souffert aussi, mais ils m'ont aidé à faire un truc qui était écoutable, quoi. Si vous voulez, elle était à moitié anarchiste, moi j'étais complètement sarkozyste, et elle était à moitié communiste, moi j'étais complètement sarkozyste, et alors elle était complètement écolo, quoi. Puis moi j'étais complètement sarkozyste. On est un groupe, nous ça nous semble hyper important et on va s'aider en fait, du coup sur les sujets des uns et des autres, on va construire en fait 8 confs ensemble. Quand tu as un groupe de 10 personnes, c'est 10 confs que tu es en train de construire, donc c'est... Le processus d'émancipation, il se fait là en fait. C'est là où ça devient politique, c'est là où ça devient de l'éducation populaire. Ce que ça m'a apporté politiquement de me poser un temps pendant 3 semaines à réfléchir, à détricoter mes privilèges, où je me situe, moi ça a été une grosse claque quoi. Et ça a nourri ma réflexion et après j'avais quand même envie de faire la conf donc je l'ai faite et je la présente mais c'est limite un travail à part j'ai l'impression. Même pour certaines personnes qui n'ont pas envie peut-être de monter sur scène, ce serait déjà ça de gagner quoi. Comme je dis dans ma conf, moi je croyais que j'étais blanche quoi quand j'ai commencé la formation. Socialement dans ma tête, ma mère elle est blanche et je crois que je me suis mis du côté des vainqueurs, quoi, tu vois, de la classe dominante, un peu par facilité, et puis, mais je l'ai fait complètement inconsciemment jusqu'à mes 40 ans. Le fait qu'on travaille tous nos autobiographies et qu'on les travaille dans ce groupe, le groupe devient de plus en plus dépositaire et protecteur des parcours de chacun, si tu veux, y compris dans des choses intimes ou des choses difficiles. On a vécu un truc quand même particulier pendant la formation. C'est eux qui étaient là lorsque tu as déballé, tu as fait ta première larme, tu vois.
Donc tu t'es déconstruit devant eux, donc il y a une certaine intimité qui s'est créée, quoi. Les gens vont se transformer pendant le processus. Et vraiment se transformer, enfin, c'est ce qu'ils disent, ils témoignent tous de ça à la fin en disant c'est incroyable, enfin, ça a été un virage dans ma vie, un carrefour, un rond-point. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Avant le contre-pied, il y a eu le pavé, qui était une scope qui a été créée en 2007 et qui a explosé en vol en 2014 pour donner plusieurs structures différentes. Et l'un des premiers stages du pavé, le premier stage d'ailleurs, je pense, c'était à Dinard, et on a proposé aux stagiaires, on a fait un peu les apprentis sorciers, et on leur a proposé une consigne qui s'appelle Petite histoire, grande histoire, qu'on aime bien utiliser le plus souvent possible. On propose à chacun de faire cet exercice, de reprendre année par année, depuis l'année de sa naissance, tous les événements qui restent marqués dans sa mémoire, de sa petite histoire, de son histoire personnelle, et puis dans une autre colonne, de la grande histoire, c'est-à-dire des événements dont il se souvient, un bouquin qui les a marqués, un événement historique, une victoire sportive, la Coupe du Monde de foot, enfin voilà, ou des rencontres aussi. Et on note un petit peu les histoires des gens, ce qu'ils ont envie de livrer au groupe. Et en fait, de comprendre à travers un travail de récit que la situation dans laquelle on est n'est pas individuelle, elle n'est pas personnelle, elle est systémique, ça a complètement changé notre façon de voir les choses. Et c'est pour ça que collectivement, on s'est dit, il faut qu'on crée un truc qui aille à contre-courant. Il faut qu'on propose un espace de formation, de réflexion politique pour que des choses aillent dans un autre sens, qu'on puisse développer d'autres paroles plus radicales et qu'on puisse apporter de l'espoir, des outils, des moyens pour imaginer d'inverser les choses, quoi. Et c'est grâce à ce travail-là de récit de vie qu'on a osé, quelque part, lancer l'aventure du pavé. Les Incultes, c'est la première conférence collective qu'on a faite. Donc ce soir, c'est Les Incultes. C'est une conférence gesticulée qui est assez différente des autres. C'est une conférence gesticulée participative. Donc ça veut dire que vous allez avoir la parole un peu plus de la moitié du temps, vous collectivement. Et donc on vous proposait de monter sur scène pour les plus timides ou pour les plus courageux de rester dans la salle avec un micro-baladeur et d'ajouter des anecdotes. Parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'une anecdote c'est tout sauf anecdotique, en fait c'est un condensé de sens. Et donc le premier tableau, c'est le tableau du prénom. Bonsoir, je m'appelle Sylvie, plus exactement Sylvie Marie. Et je suis née moins d'1 an après mon frère aîné, qui s'appelait Benoît Marie. Et derrière moi, en 5 ans, sont nés 3 autres frères, dont vous allez imaginer les prénoms. On a donc eu Laurent Marie, Xavier et François Marie. Tout ça, c'était pour nous mettre sous la protection de la Vierge. Peut-être c'est grâce à ça que je suis encore là aujourd'hui. Et donc, famille catholique pratiquante. Bonsoir. Alors, je m'appelle Jamel. Je sais pas pourquoi je m'appelle Jamel. Je sais que je suis né en 1991 et que j'ai failli m'appeler Saddam. Moi, je m'appelle Jean-Jacques. Alors, ça a très mal commencé pour moi parce que mon oncle est décédé en 1945, à la fin de la guerre. Et comme ça se faisait beaucoup, on prenait le nom des oncles morts, des grands-pères morts. Mais ce qui m'a un petit peu perturbé quand j'étais gamin, c'était l'époque où on allait au monument aux morts pour toutes les commémorations, 8 mai, 11 mai, c'était de voir mon nom et mon prénom inscrits sur le monument aux morts. Et ça m'a un petit peu marqué quand même. Moi, je m'appelle Margot, parce que quand mon père il avait 20 ans, il était amoureux d'une femme qui s'appelait Martine. Et en fait, ils voulaient se marier et ils avaient décidé d'appeler leur première fille Margot. Sauf que du coup, il n'a pas eu d'enfant avec elle. Et il y a 2 ans, mon père s'est remarié avec Martine. Et le moins drôle, c'est que j'ai rencontré sa première fille, du coup, qui s'appelle Margot. Au début, tel que ça a été construit comme quelque chose de figé. Et là, on a plutôt accentué sur la participation du public et aussi sur le fait que ce soit modulable. Qu'on puisse la jouer à 3, 4, 5 et en plus même des fois avec des gens qui ne sont pas de la scope,
qui peuvent être dans les publics de la structure qui nous accueille. Donc là, maintenant, c'est devenu un truc assez différent qu'on est obligé de refabriquer à chaque fois qu'on va jouer. Là, c'est l'ordre de passage qu'il a mis Stéphane. Donc Gaël commence, moi, Juliette, Stéphane, Anne et Sylvie. Et en fait, à chaque fois, c'est la dernière personne qui a pris la parole sur le volet qui donne la parole à la salle. Qui fait le petit dépôt de savoir-froid et qui introduit, le tableau suivant, c'est... Et donc, le deuxième tableau, c'est qu'il y a un autre projet que celui de nos parents qui nous arrive rapidement sur le coin de l'œil, c'est le projet de l'éducation nationale. Qu'est-ce qu'elle a fait pour vous, l'école? Moi, le jour de ma naissance, il y avait déjà toutes mes futures maîtresses qui venaient me dire bonjour à la maternité. Donc voilà, donc j'ai grandi en fait avec une mère instite dans la même petite école de village où elle enseignait. Et mine de rien, ça m'a pas plu parce que je sais pas d'où ça vient, mais j'avais cette forme de pression qui fait que comme je suis la fille à Marilène, je dois forcément avoir des bonnes notes, je dois forcément réussir. Et forcément j'avais des super notes et forcément je réussissais, mais il y avait ce truc un peu de pression que je comprenais pas. Moi je comprenais pas pourquoi on était à l'école, je comprenais pas pourquoi on avait des notes, pourquoi on distribuait toujours les devoirs dans le sens des notes, et pourquoi il y en avait qui étaient toujours les derniers, toujours les premiers. Pourquoi quand on savait pas, quand on comprenait pas, on était derrière. Enfin voilà, j'aimais pas ça, je comprenais pas ça. Et j'avais du mal à le dire aux profs. Je pense que j'avais un peu peur aussi, parce que je pense qu'on a un peu peur des profs des fois. Ce qui compte, c'est pas j'ai aimé ou j'ai pas aimé. C'est le cheminement dans les tableaux et presque peu importe. C'est pourquoi c'est cette anecdote-là que tu choisis. Et est-ce que tu fais le lien avec la précédente et du coup, est-ce que ça colore pas la réponse de la prochaine? Et qu'est-ce que tu vas te dire en sortant, quoi. Pour nous, la soirée, elle est très réussie, y compris pour les gens qui n'ont pas pris la parole, parce que d'autres ont parlé, ça les a fait écho, réfléchir, machin, ça les a bouleversés, même s'ils prennent pas la parole. Le nombre de personnes qui viennent voir en disant j'ai pas osé, machin, puis paf, il te la raconte direct, quoi, la sortie. Il y a beaucoup de gens qui coincent sur l'aspect c'est difficile de prendre la parole devant une salle. Ce qui est carrément vrai. C'est difficile, pourquoi? Déjà, c'est impressionnant en soi, c'est hyper symbolique, et en plus, ils n'ont pas préparé. Tu vois, eux, ils improvisent, nous, on prépare. Donc on sait très bien qu'il y a un côté performance et tout ça, mais ce qu'on observe, c'est pas ça. Ce qu'on observe, c'est que la totalité de la salle est là, et se demande qu'est-ce qui se passe, etc. Et à l'entracte, et après, et donc c'est là que ça se gagne, en fait. Le prochain, c'est sur la découverte de sa classe sociale, justement, de son genre, de sa race, alors pris dans le sens racisme, bien sûr, puisque les races n'existent pas entre les êtres humains, donc, et aussi les dominations que l'on a pu subir. Les incultes, il y a quand même un message fort, qui est le tableau sur les dominations, qui dit que tout nous amène là, où assez souvent, quand tu es sur un public qui a déjà mis au travail sa domination, tout le monde voit très bien où on va en arriver, et quand on donne des exemples de domination, ça va fuser assez rapidement derrière. Alors moi j'ai 8 ans, 8 ou 9 ans. Et chaque année on fait quelque chose que j'aime beaucoup, on passe une journée en fait chez mes grands-parents et on ramasse les pommes à cidre. Et à la fin de la journée, ma grand-mère glisse à mon frère et à moi un billet. C'est mon premier salaire. Première prise de conscience. Je peux avoir un salaire parce que j'ai fait une activité pour quelqu'un. Et dans la voiture, je reste toujours obnubilée par ce billet. Je dis maman, Mémé, elle nous a donné de l'argent, quoi. Elle a donné 50 francs. Et là, mon frère, il me regarde, il dit 50 francs, moi, il m'a donné 100 francs. Ma mère tente des explications. Oui, mais en fait, tu sais, t'as 3 ans de moins que lui, en fait, donc t'as dû ramasser moins de pommes. Deuxième prise de conscience. Plus t'es rentable, plus tu gagnes de l'argent. Je dis non mais en fait c'est pas possible parce que moi justement je suis plus petite. J'ai beaucoup plus souffert que mon frère pour ramasser ses pommes. En fait je devrais te payer plus. C'est le début du syndicalisme. Et enfin ma mère continue dans les tentatives d'explication et elle dit tu sais c'est possible aussi que t'aies payé moins parce que t'es une fille.
Ça fait moins rire tout de suite, hein. Troisième prise de conscience. Et dernière. Et du coup, là, vraiment, je comprends pas, en fait. Et là, ce qu'on a vécu en la jouant dans un quartier extrêmement défavorisé, tu vois, à Caen, il faudrait qu'il nous raconte une journée entière, tout fonctionnerait, quoi. Et au moment où on fait le tableau sur les dominations, personne n'en a. Personne ne les identifie. Et si on insiste en disant, vous êtes sûr quand même, homme-femme, je sais pas, chez le banquier, ça se passe comment, enfin, d'essayer de suggérer une domination. Quand t'es classe moyenne, que t'as identifié ta domination, des anecdotes, t'en as. Quand t'es effectivement une classe plutôt populaire, c'est pas des anecdotes, quoi. Quand t'es une classe dominée du jeu. C'est pas une anecdote, c'est tu racontes ta vie. Est-ce qu'ils rient de ça, tu vois? Est-ce que le soir, ils se racontent une humiliation qu'ils ont vécue Le but, c'est aussi d'aller chercher des savoirs populaires, de s'enrichir avec, d'aller chercher aussi des gens dans les quartiers, machin, alors que bon, nous, on est des petits bourgeois un peu militants, très blancs. Donc là, il y a un enjeu autour de ça aussi. La différence aussi entre la conf collective et la conf individuelle, c'est que tu cherches aussi à raconter une histoire collective. L'idée, c'est de donner l'envie aux gens de se raconter. J'ai été avec Utopia 56, une association dans la jungle de Calais, pendant 3 jours pour aller faire du bénévolat là-bas. Et où là, je crois que ça a été l'ascension de cette année-là où je me suis dit, ok, on peut penser plein de choses, on peut dire plein de choses, mais on peut aussi surtout agir de plein de manières différentes, à plein de niveaux différents. Et au final, c'est bien mieux que de parler. On peut toujours agir. Et maintenant, j'ai plus envie de m'arrêter d'agir. Les incultes est celle qui, a priori, est le plus participative, mais elle est participative sur du savoir chaud, pas sur du savoir froid. Et je trouve que ça devient un outil qui va beaucoup plus dans un sens d'éducation populaire politique avec cet aspect aller-retour dans la conf collective. Je trouve que le débat qu'il y a eu dans notre réseau sur conférences individuelles ou conférences collectives est un débat qui m'a profondément agacé, parce que c'est un débat qui supposait qu'une conférence individuelle c'est un one-man show forcément égocentrique et forcément sans intérêt politique, alors que ce qui est politique c'est de faire un truc à plusieurs. Quand tu vois la mise en danger qui est la leur, ils viennent pas pour se montrer et pour faire les beaux ou les belles devant les gens, quoi. C'est pas pour ça qu'ils viennent. Tu vois bien qu'il y a eu quand même des conférences où tu te demandes en fait c'est quoi la démarche derrière. Est-ce qu'il y a du politique? Est-ce qu'il y a une colère déjà? Parce que ça part souvent de ça. Et parfois les gens disent ils veulent faire ça parce qu'ils ont besoin d'exprimer quelque chose, mais parfois ils ont besoin de parler d'eux simplement. Et c'est pas suffisant pour faire une conférence gesticulée. Combattant, résistant, militant indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont cadenassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel, ils les ont toutes butées de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de ces cités où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, pas moi ce camarade. Faut bien se rendre compte qu'on a été complètement dépassé par ce phénomène et la notoriété galopante et le succès des confs de Franck, puisque Franck, quand on commence la scope, il a déjà la sienne. Hein. Elle tourne déjà depuis plusieurs années. Voilà. Quand on commence la scope, il conçoit la deuxième, celle sur l'école. Et donc, en fait, on commence avec ça. Ça va prendre un essor phénoménal. Et aussi Internet, machin, etc. Donc, très rapidement, je pense la deuxième année se pose la question d'en faire d'autres, parce qu'on croit aussi à l'outil. On croit à l'outil politique. Ça nous semble vraiment un moyen très très chouette de toucher plein de gens qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui viennent dans nos stages. Là, le public est beaucoup plus limité. Et donc, est-ce qu'il y a un savoir-faire spécifique? Est-ce que c'est un truc d'élite? Est-ce qu'il faut avoir un master de théâtre et un humour à couper au couteau pour pouvoir se lancer dans les confs ou pas? Donc là, ça devient un conflit. Ça devient une vraie discussion. Il faut quand même être sacrément courageux pour oser ce truc-là. Et donc, on décide de dire non, il ne faut pas être... même c'est bien si on n'est pas professionnel et si on n'est pas forcément hyper à l'aise, etc., etc. Par contre, tout de suite, on essaye de sortir du modèle à un seul conférencier. Mesdames et messieurs, ceci est une... Ouais. C'est le participatif. Mesdames, messieurs, ceci
Ceci est une. Voilà. Et ça, c'est du travail. Et ça, c'est du travail. Alors, il se pose tout de suite un problème. Comment est-ce que deux objets aussi dissemblables peuvent porter le même nom? Eh bien, parce qu'il manque un adjectif. La brouette symbolise le travail subordonné. La guitare symbolise le travail libre. Toutes les suivantes, elles sont plutôt en binôme. Inculture 5 est en binôme, les incultes sont collectifs, celle sur le management, Anaïk et Alexia en binôme, Sam et Tonio sur l'eau en binôme. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à faire des stages de formation Montaconf, la plupart des gens qui vont faire les stages Montaconf, ils vont s'y inscrire individuellement. Et donc on va renverser la tendance. C'est-à-dire que la plupart des confs qui vont sortir des stages vont être individuels parce que les gens ils sont venus individuellement. Et plutôt qu'une majorité de confs qui sont plutôt collectives, on va revenir à une extrême majorité de confs qui vont être individuels. Et pour moi, ça, c'est un souci. Ouais. Alors, du travail libre dans du travail subordonné, vous avez le contenu de la conférence. Bonne soirée, merci beaucoup. Sur les enjeux les plus durs, les trucs qui sont vraiment pas appétissants à faire passer, je sais pas, quand on a commencé le truc sur les retraites et la protection sociale, on s'est vraiment dit, on va dans le dur, quoi. Qui c'est qui va venir un spectacle sur la protection sociale, sans déconner, enfin voilà. Du coup, on s'est tout de suite dit qu'il fallait du temps, quoi. Donc forcément, si t'es sur des confs plutôt un peu longues, genre 2h30, 3h, ça devient vraiment une performance d'être tout seul sur scène. Et moi je trouve que c'est antinomique avec ce qu'on essaye de faire. À deux, en tout cas, je trouve que c'est super. Ça donne une autre dimension à la conf et ça la sort justement du seul Scooby-Doo individuel, quoi. On a quelque chose qui est un peu plus riche, qui est un peu plus un peu contradictoire, qui en tout cas qui fait débat, ça se répond. Et ça, je trouve ça précieux dans l'exercice qu'on essaye de faire. Peut-être que certains sujets se prêtent plus à être à deux. Et moi, c'est ça qui me plairait, en fait, dans l'idée de faire avec quelqu'un. C'est justement de me confronter à moi-même, à comment je vais écouter. Parce que moi, je revendique l'écoute égalitaire, mais est-ce que je suis dans l'écoute moi-même? Enfin, tu vois, je pense que ça, c'est un travail que tu fais dans les confs collectives. Pendant le stage, j'ai rencontré des gens extrêmement chouettes, qu'effectivement, il y a une construction collective parce qu'ils rebondissent sur ce que tu dis, ils te disent de dire des trucs et tu peux changer ton fusil d'épaule. Donc, il y a un apport collectif comme ça en coulisses qui vient nourrir ta conf. Mais malgré tout, tu viens avec une colère personnelle. Elle prenait de la place, ma colère, quoi. Et avant de la transformer moi-même, c'est-à-dire que c'est le temps du processus du stage où tu transformes ta colère en volonté, en passage à l'acte et en une conf, au passage, c'est tout seul, quoi. Ou alors, il faudrait que le stage serve à transformer ça et qu'après on dit, bon alors, maintenant qu'on a des objets, je sais pas, on les fusionne, on en fait des bouts. D'ailleurs, dans le réseau des gesticulants, il y en a qui disent peut-être qu'on pourrait raccourcir nos confs, tous, les mettre à 1 heure, et puis trouver des moyens d'en assembler certaines, soit parce que c'est des sujets qui se font écho, soit parce que c'est les mêmes. L'idée, c'est en tout cas de ne pas se retrouver avec une personne tout seul sur scène qui a réfléchi tout seul à son truc, qu'il n'a jamais partagé. Et quand il le présente comme il pourrait le présenter à n'importe qui sans prendre en considération qui il a en face. Là par contre, on serait à côté, quoi. L'autre nom du travail subordonné, c'est l'emploi. Surtout ne pas confondre avec le travail. Oui, alors c'est vrai que c'est pas très simple, c'est un peu comme si on essayait de nous embrouiller, quoi. Donc le travail subordonné, c'est pas le subordonné à une hiérarchie, à un chef d'équipe, à un responsable d'atelier, non. C'est subordonné à la valorisation d'un capital. C'est en ça que c'est subordonné à la valorisation du capital des actionnaires, par exemple. D'un employeur, en l'occurrence aussi, puisque la définition de l'employeur, c'est celui qui peut embaucher et licencier à merci, comme il veut, quand il veut. C'est pour ça que les fonctionnaires n'ont pas d'employeur. Les fonctionnaires ont un salaire à vie attaché à leur grade et pas du tout à leur poste de travail ni à leur emploi. Bon. C'est la première conférence gesticulée à laquelle on assiste. Ah ouais. Ouais. La toute première, je ne sais plus comment elle s'appelle. L'éducation populaire. Ouais, l'éducation populaire. Voilà, j'ai commencé par celle-ci. C'est très, je trouve, une façon très pédagogique aussi et de décoder les choses. J'ai l'impression qu'il digère pas mal de choses pour nous en fait et il nous le rend très accessible. Justement là par rapport au travail, où on se rend bien compte qu'il y a des gens qui, on est tous concernés, mais on est à des niveaux de connaissance de nos droits et du contexte hyper différents.
dans la convention collective, il y a des choses qui sont plus intéressantes que le code. Par exemple, on peut avoir des salaires plus intéressants, on peut avoir des congés supplémentaires, on peut avoir un 13e mois, soyons fous. La convention collective peut être que supérieure, elle ne peut pas être moins que le code du travail. En fait, on peut lire la convention collective comme la liste de nos acquis. Et puis pareil pour l'accord d'entreprise. Alors ils attaquent ça sévèrement depuis déjà une quinzaine d'années. Quand on est enrôlé dans notre activité quotidienne, on ne pense pas forcément à tout ça. Donc ça fait du bien ces moments où on se pose et puis on y réfléchit. En tout cas, moi, je ne questionne pas forcément le lien entre mon activité professionnelle, l'actualité politique, économique. Donc comme bien souvent dans le secteur associatif, on est un peu plus dans le travail libre, mais plutôt 60 heures par semaine, quoi, quelque chose comme ça. En gros, la tâche principale d'un animateur professionnel, c'est chercheur de subventions. Donc pour faire ça, il a des dossiers à faire, des projets à déposer, il faut qu'il aille dans des réunions partenariales pour serrer les louches de ceux qui vont décider après d'attribuer ou pas les subventions. Ça prend un temps de malade. Hein. Après, il faut déposer les dossiers, tu ne l'as jamais bien rempli, il faut le recommencer, etc. Le soir, tu as des réunions. Le week-end, c'est là qu'il y a les activités avec les enfants et les jeunes. Hein. Et puis après les vacances, il y a les mini-camps et puis aussi les stages BAFA, oui, parce qu'il faut former les animateurs bénévoles. Et puis l'été, c'est l'aboutissement de l'année et c'est là que tu pars enfin au camp d'été, 3 semaines, c'est génial. Et donc après, tu arrives en septembre, puis ça redémarre, quoi. Ça recommence, c'est la rentrée, puis c'est reparti. Ça s'enchaîne assez bien, je sais pas comment vous dire, c'est fluide. Mais c'est pas grave parce que tu y crois. Et puis, tu t'y plais. Mais même plus que tu t'y plais, t'es à fond, en fait, t'es à bloc. Et puis ça marche, mais grave, quoi. Pendant un moment. Au bout de 2-3 ans, ça tire vraiment sur la couenne, en fait. Hein, ça... Je travaille dans le domaine socioculturel. Donc là, effectivement, c'est un domaine duquel il parle pas mal. Et donc ça évoque pas mal de choses par rapport au temps de travail, par rapport toute la partie où Gaël il parlait de l'investissement qu'on peut avoir dans son métier quand on travaille dans l'associatif et où on commence à ignorer le cadre parce qu'on y croit, parce qu'on trouve que c'est génial et que du coup en fait nos droits passent complètement à l'as. Ça, moi c'est le cas de 90% de mes copains, quoi. C'est des notions qui nous parlent parce que ça intervient dans notre vie à tous les jours. Et puis en même temps on est marins aussi, tous les deux on est skippers et moniteurs de voile. Du coup on travaille plus dans des cadres associatifs, donc il y a une part de passion et tout. La convention collective de l'animation, c'est vrai que ça pose la question des séjours, des colonies de vacances, où forcément comment on compte les heures, comment on compte les temps de récup, etc. Et nous, quand on est en mer, c'est exactement pareil. Enfin, quand on navigue pendant tant de temps, jour et nuit, est-ce que chaque heure de la journée est comptée ? C'est pareil, c'est un milieu très spécifique, donc qui n'est pas forcément très cadré, et où chaque structure va faire un peu sa sauce. Moi, je suis prof. D'accord. Même chose aussi. On nous fait beaucoup de propositions de réformes. Quand on compare les conditions de travail, par exemple, des collègues, ce qu'ils nous racontent des anciens collègues, et ce que nous on vit aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais à tout point de vue, aussi bien sur l'obtention d'un poste que les conditions matérielles, que les conditions légales, la taille des classes. Ça donne un petit peu envie de révolutionner les choses, oui. Mais après, c'est... Mais au quotidien, il y a déjà tellement d'énergie dépensée pour le quotidien de la classe. C'est déjà un combat social au final, parce que quand on travaille avec des enfants dans des milieux parfois vraiment difficiles, il y a déjà beaucoup d'énergie qui est déjà dans une recherche d'équité et tout ça. Donc après, c'est plutôt la question, est-ce qu'on trouve l'énergie d'aller défendre son propre intérêt On est tous hyper individualistes. Tu vois, là on parle de syndicats et tout, mais il y a une action commune, tout ça. Tout le monde gueule dans son coin, mais... Voilà, après quand on revient sur notre terrain professionnel, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Mon petit frère est à Rennes, en formation professionnelle. Tu as commencé par un CAP et qu'à juste 18 ans, il va être propulsé assez rapidement dans le monde du travail. Et toi au lycée, tu as des cours de code du travail en quelque sorte. Ouais. Nous, on nous montre comment rentrer dans le travail, mais on ne nous montre pas comment nous défendre, garder nos droits. C'est ça qui est intéressant en fait.
Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était important de venir pour que tu sois confronté, parce que quand je te dis regarde ça ou lis ça, tu dis j'ai pas le temps, mais par contre si c'est pour se déplacer à un spectacle et puis boire un verre, ça peut fonctionner quoi. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Dans ma famille, on a un rituel. On appelle ça faire ACDC. ACDC, dans le langage ma famille, ça veut dire assis, café, discussion et clope. Ce soir, c'est donc une réunion de famille. C'est en fait une fête religieuse. Je vais même être plus précis. C'est Pessah. Pessah, c'est la Pâque juive. Enfin, je dis Pessah, mais notre histoire pourrait très bien se passer à Noël, ou l'Aïd, ou n'importe quelle autre fête de famille, prétexte à une cérémonie religieuse, quoi. Et moi, il faut que je vous dise un truc. La fête religieuse, je m'en fiche éperdument. Mais je m'en contrefous. D'ailleurs, ça n'a aucun sens pour moi. Parce que moi, j'ai achevé ma décroyance. Quand j'ai fait cette conférence gesticulée, j'avais vraiment pour limite de ne pas m'attaquer aux croyants. J'ai eu des publics hyper variés. J'ai rencontré des jeunes de convictions différentes, donc qu'ils soient croyants ou pas croyants. Je vais vous proposer une liste de personnages. Pour chacune de ces propositions, si vous pensez que le personnage est historique, donc on a des preuves, des indices de son existence, vous dites histo. Si vous pensez que le personnage est mythologique, fantaisiste, littéraire, qu'on n'a aucun indice de son existence, vous dites mytho. Et si vous pensez que le personnage est littéraire, fantaisiste, certes, mais qu'on a quand même des indices de son existence, eh bien vous dites tout simplement les deux. Zeus. Mytho. Romulus. Mytho. Alors Romulus élevé par une louve, hein. Grosso modo c'est Mowgli un peu, vous voyez. Moïse. Mytho. Bande d'antisémites. Robin des Bois. Mytho. Très bien, très bien, très bien, effectivement. Totalement mythologique. C'est une pure invention du XIVe siècle. Bouddha. Mytho. Ah non, histo. Jésus de Nazareth. Mytho. Les deux. On va le mettre de côté celui-là. Le prophète Muhammad. Mytho. Bon, on va le mettre de côté lui aussi, hein. Vous avez vu, hein. Vous avez vu que sur les prophètes, c'est moins consensuel, hein. Grosso modo, l'envie que j'ai, c'est de séparer la raison de la foi. Dans l'atterrissage, ce qu'on appelle l'atterrissage politique, dans les 5 dernières minutes, au départ, je disais, si vous n'êtes pas croyant et que vous ne l'avez pas fait, déclarez-le à votre famille, faites votre coming out. Et je me suis aperçu qu'il y avait bon nombre de jeunes croyants, en fait, issus de familles athées, et qui étaient eux aussi en souffrance. Que vous soyez croyant ou incroyant, eh bien, si vous n'avez pas la même conviction que votre famille, et que vous ne l'avez pas fait, eh bien, déclarez-le à votre famille, quoi. Putain, mais faites votre coming out. Sérieux, il est là l'enjeu de la laïcité, hein. On ne peut pas espérer une laïcité à l'échelon national si on n'est pas capable de l'appliquer à la plus petite sphère, la sphère aimante. Et vous verrez, au début, ça risque de frotter, mais après, normalement, ça devrait bien se passer. L'atterrissage politique dans les conférences gesticulées, pour moi, c'est en fait le moment du ramassage. C'est-à-dire que tout au long de la conférence, il y a eu du partage de récits de vie, il y a eu du partage d'analyse. Tu as délivré plein de choses, c'est le moment où tu dis maintenant qu'on s'est dit tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Alors ma Cendrillon à moi, elle a décidé d'arrêter de passer le balai en attendant le prince charmant, qui n'arrive pas, qui n'existe peut-être pas. Elle a décidé de dire non à l'esclavage domestique, aux violences conjugales, à la différence de salaire. Ma Cendrillon fait grève. Je crois qu'il faut que l'on renoue avec les objectifs historiques de l'éducation populaire, et que c'est une nécessité absolue. Je crois également qu'il faut qu'on revitalise l'idée du bloc historique développé par Gramsci, l'alliance de classe. L'alliance entre la petite bourgeoisie intellectuelle et la classe ouvrière, entre ces deux cœurs sociologiques de la gauche, ces deux cœurs qui me tiraillent. Je crois que seule, aucune de ces deux classes n'aura la force ni l'énergie
de changer le cours des choses. C'est ensemble que ça peut péter. Donc tu partages à la fois toi où tu en es, ce que tu as mis en place, et tu partages aussi les initiatives que tu as pu découvrir toi, qui peut donner envie aussi aux personnes qui viennent t'écouter de se mettre en mouvement, quoi. Après 3 ans de recherche-action, on décide de créer notre propre outil de travail. La SCOP Le Pavé, à l'époque, en 2007, on est 6 à se dire, allez, chiche, on crée une SCOP d'éducation populaire politique et on va faire ce qu'on veut à l'intérieur. On se dit, bon, c'est quoi nos utopies? Vas-y, balance. Allez, salaire égalitaire. Salaire égalitaire, le même Génial. salaire pour tous. Deuxième chose, autogestion radicale. Ouais. Dans la SCOP, tu vois, ça va pas être Pas une de chef. truc, direction, machin, Pas de ça. de hiérarchie, On s'occupe pas de tous chef. de tout. Tu discutes 3 jours pour acheter un taille-crayon. Tu vois, je dirais. C'est assez subtil en fait ce que tu racontes, parce que tu peux vite tomber dans un truc de ça y est, moi j'ai compris, je vais vous délivrer maintenant la manière dont il faut vivre, la manière dont il faut voir les choses. Donc c'est vraiment un équilibre pour pas rentrer dans du prosélytisme justement, quoi. Le gros défaut de la SCOP, c'est quand même que c'est toi le patron. Donc en fait, tu t'auto-exploites. Alors là, on était libre. Hein. Ah, on était libre, mais 70 heures par semaine. Hein. On arrivait à des niveaux de liberté. Ce qu'on propose dans les formes de conférences gesticulées qu'on accompagne, c'est qu'il y a un atelier derrière. Et cet atterrissage politique, il est là aussi pour inviter à l'atelier derrière. Moi, j'ai dit beaucoup de choses là. Et maintenant, si vous avez envie de partager des trucs, faire avancer, moi j'ai un atelier qui se passe samedi matin qui s'appelle Quoi de neuf pour l'égalité, pour réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire concrètement. On s'est dit qu'on s'était mis en grève, mais on fait quoi de neuf maintenant? L'atelier, il vient aussi servir ça, la mise en mouvement, non pas que de vous, mais du coup des personnes qui vous ont écouté pendant la conférence gesticulée. Mais puisque vous en parlez de laïcité là, hein, bah oui, moi je crois qu'il y en a un certain nombre de problèmes quand même. Hein. Par exemple, tiens, la récupération politique de la laïcité afin de stigmatiser une seule religion. Ça, c'est un truc de dingue, ça. Non? Vous trouvez pas, vous? Bon, on verra ça demain, peut-être. Hein. Inscrivez-vous à l'atelier demain. Un truc que j'ai remarqué, c'est que très souvent, après les confs, après avoir donné ma conf, les gens viennent me voir et me disent des tas de choses, même parfois très intimes, et me livrent énormément de choses. Et quand il n'y a pas l'occasion de faire un atelier derrière, parce que la structure qui t'invite n'a pas les capacités physiques de le faire, eh ben c'est très frustrant, et pour eux et pour moi. En fait, le but de cet atelier, c'est de penser à quoi de neuf, quel va être le premier pas qu'on aura envie de faire individuellement, collectivement. Quoi de neuf pour permettre une prise de parole égalitaire. Ici, on a le harcèlement de rue. Et souvent, c'est un fléau invisible pour certains et très oppressant pour les autres. Merci déjà de participer à cet atelier parce que en fait, vous servez à collecter de la matière pour pouvoir travailler sur des modalités futures d'action. Cet atelier, il est important parce qu'il permet d'une part au public de se réapproprier la parole, mais aussi, ça permet surtout de replacer le sujet dans un contexte actuel, puisque je brasse de l'histoire des religions, donc des choses qui se sont passées il y a très longtemps. Ça m'a beaucoup travaillé, la conf hier. Cool. C'était assez dingue. Est-ce que la preuve que tout ça, en gros, qu'il n'y ait pas eu un fils de charpentier mort il y a 2000 ans sur une croix, ressuscité 3 jours plus tard, pour moi, en tant que croyante, ça n'enlève pas à la foi. Le peu qu'on ait communiqué avec des responsables religieux, ça a été, si vous saviez, et même nous, on a été frileux, hein, demandez, on est sortis de notre zone de confort, c'est à ça que ça sert aussi. Ouais, Je me suis rendu compte que finalement gesticuler 3 heures, c'est bien, ça flatte ton ego, etc. Mais que finalement, les 3 heures de conférence gesticulée ne sont que les prémices du véritable sens à tout ça, qui est l'atelier qui suit. Ça a été un gros effort de monter cet atelier, mais j'y tenais. Je me retrouve avec un public hyper interconvictionnel et c'est génial, donc ça t'ouvre toi l'esprit, enfin. Et voilà, donc c'est là on est dans la laïcité. Ouais, voilà. Du coup, on va pouvoir travailler sur religion, laïcité, athéisme. C'est quoi le problème aujourd'hui, quoi? C'est pas le problème de dire moi à la télé j'ai entendu que. C'est-à-dire moi dans ma vie, dans mon vécu, qu'est-ce qui me pose problème moi aujourd'hui? J'aurais pas envie de m'appuyer sur ce que tu as pu dire hier soir pour démonter telle ou telle croyance, telle ou telle foi, telle ou telle religion. Le Petit Prince, ok, on peut adhérer philosophiquement
totalement à l'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur, tu dois t'occuper de ta rose, etc. Sans pour autant croire, je l'annonce, qu'il y a vraiment un petit garçon blond extraterrestre qui est venu dans le désert faire chier un aviateur. Voilà, et c'est pas grave. Je pense qu'on est à la naissance d'un mouvement, c'est-à-dire un truc qui va nous échapper complètement, tant mieux, pour le meilleur ou pour le pire. C'est-à-dire que je pense que dans très peu de temps, il y aura des conférences gesticulées de droite avec des abrutis qui font du coaching, qui se battent pour le développement personnel et le tai chi et toutes ces conneries. Et le truc nous échappera, mais c'est pas grave. Ça, c'est par exemple, c'est un des trucs les plus chauds étendus vrai depuis débat. l'histoire des confs. Savoir est-ce qu'il y a un cadrage politique, en gros, de la part des scopes qui forment. Tout va bien. Est-ce qu'il suffit, par exemple, d'être clairement anticapitaliste, mais à l'intérieur de ça, on peut aller peut-être même de Hamon à je ne sais pas où, enfin à l'anarcho-syndicalisme, en passant par les décroissants, machin, etc. Du jardin partagé. C'est ça, du colibri au Black Bloc. Non, mais c'est ça, on a quand même une conf sur l'accouchement naturel chez toi, d'autres qui remettent en cause tout le système de santé français. Enfin, il y a des tas de sujets quand même qui sont maintenant dans les confs, dont certains, on peut se demander si c'est vraiment ça, si c'est le dévoilement de cette question-là qui va permettre d'abattre le capitalisme. On n'est pas dans un truc avec un label, voilà, si t'es pas de la France Insoumise, tu peux pas faire ta conf, non plus. Mais en même temps, on n'a pas envie de former des ennemis. Mais ils le font déjà, le font déjà, mais nous on les accompagnera pas à faire ça. Tu formes 15 Front National pour qu'ils en fassent à grande échelle, pour eux ça marcherait super aussi. D'ailleurs, c'est un des partis qui récupère le plus les méthodes des Dupop. Continuons-nous à montrer ce que c'est qu'une conférence gesticulée anticapitaliste qui dénonce des dominations, des systèmes d'exploitation, d'aliénation. Continuons à le montrer. Je dis toujours en blaguant, je fabrique du temps de cerveau humain disponible pour la révolution, c'est tout, je fais rien d'autre. Vous voulez un peu changer le monde quelque part ou... Un peu. Comment ça ? Là, il faut avoir une bonne phrase. Vous envoyez, c'était quelque chose sous le pied, vas-y. Bah écoute, hier on a sauvé la démocratie, demain on abat le capitalisme, et après je pense que non, Dieu c'est fait. L'éduc pop va sauver le monde dans le grand colcos de l'amour universel, un truc comme ça. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre. Vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont cadenassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel, ils les ont toutes butées de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur, je veux pas te refaire le tableau. Ce monde est hardcore, patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art, y'a qu'à regarder pour voir, on est mort sans le savoir. Comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de ces cités où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, pas moi ce camarade.